Je suis heureuse d'ouvrir cette conférence où nous accueillons deux personnes. Olgu Ulgen, qui est chercheuse postdoctorale ici au CELAT, et Art Babayante. Alors, je vais les présenter rapidement, puis après, je vais leur céder la parole. C'est une discussion qu'on va entendre sur le théâtre immigrant aujourd'hui avec elle. Alors, Olgu, tu es donc postdoctorante au CELAT en géographie à l'Université Laval, même si tu es basée ici à Montréal, donc la plupart des personnes ici t'ont déjà croisé. Tu es titulaire d'un doctorat en sociologie de l'Université de Montréal et une maîtrise aussi en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Tes recherches portent sur la migration internationale, la géographie, la race et l'ethnicité, la religion, la diversité et les méthodes qualitatives. De 2023 à 2024, tu as été postdoctorante à l'Université du Québec à Montréal où tu as contribué à un projet sur les demandeurs d'asile au Québec. Tu as aussi été chercheuse associée à l'Université York en 2024-2025 et pour ton stage postdoctoral, tu mènes en ce moment une recherche sur la nouvelle vague d'immigration de la Turquie depuis 2010, notamment parmi les artistes et les universitaires installés à Berlin et à Montréal. Donc j'imagine que tu nous parleras peut-être un peu de ces recherches. Art, bonjour, Art Babayante est comédien, dramaturge, réalisateur et chercheur canadien d'origine arménienne. Ton parcours artistique est lié aux idées de diversité au théâtre. Avant de devenir directeur artistique du Théâtre Laboratoire de Toronto entre 2012 et 2021, tu as travaillé en Grande-Bretagne, aux États-Unis, à Malte, en Lettonie et en Russie. Tout au long de ta carrière artistique, tu as mis en scène des spectacles plurilingues, y compris des comédies musicales, des pièces contemporaines, du théâtre mockumentaire et des projets multidisciplinaires. Depuis 1997, tu développes également des projets qui utilisent des techniques de jeu d'acteurs visant l'apprentissage des langues secondes. Tu as enseigné le théâtre à l'Université de Regina, d'Ottawa, de Concordia et de Bishop. Et en 2024, tu as gagné le prix d'excellence pour ta nouvelle pièce « Les gars ». Y a-t-il quelqu'un qui veut m'entendre? Bonjour. Excusez-moi, donc tu as gagné un prix d'excellence pour ta nouvelle pièce Les gars, produite par la troupe du jour, la seule troupe de théâtre francophone à Saskatoon. Voilà. Alors, je vous cède la parole. Bienvenue, merci encore d'être ici. Je vais passer un peu l'écran pour qu'on puisse. Je pense pas qu'il bouge trop, là, mais je suis déjà là. Ah, il y a une méthode. Non, mais c'est mieux. Un peu moins d'espace. Oui, c'est mieux. Bonjour tout le monde. Je vais commencer, puis on a parlé de 10 minutes comme la limite, mais je suis arménien, alors c'est-à-dire qu'on bavarde sans arrêt, alors ça va prendre peut-être 11 ou 12 minutes. Et si vous commencez à vous endormir, ça ne me dérange pas, mais c'est un bon signal qu'il faut arrêter. Alors, vous pouvez le faire. Je n'ai pas préparé un PowerPoint parce que je trouve que dans le monde, quand on ne part pas trop en regardant les yeux. Alors, je vais essayer de vous regarder, même si je parle ma 4e langue à ce moment-là. Alors, il y aura des erreurs, il y a des malentendus. Je m'excuse d'avance. Alors, tout d'abord, je voudrais vous dire que moi-même, je suis immigrant. Je suis arrivé au Canada il y a très longtemps. Alors, je suis canadien depuis longtemps. Et mon auto-identification s'est bien changée. Parce qu'au début, j'étais immigrant, mais maintenant, je m'identifie comme immigrant. Je dis que je suis canadien. Parce que j'ai habité dans 3 provinces différentes. Je connais presque beaucoup de contextes blancs, autochtones, francophones, anglophones. J'ai visité toutes les provinces du Canada, puis j'ai travaillé partout. C'est mon pays, je ne suis pas d'autres pays auxquels j'appartiens. Alors, c'est pour ça que je dis que je suis Canadien. Mais en même temps, je n'ai jamais perdu mes expériences d'immigrant. Ils sont toujours dans mes souvenirs. Et parfois, ça revient. Par exemple, il y a quelques jours, j'ai parlé avec quelqu'un dans un café à Hochelaga-Maisonneuve, où j'habite. Vous connaissez Hochelaga-Maisonneuve? C'est vraiment mon quartier aussi. Ah! J'étais à Trois-Patapouf. Je ne sais pas si tu connais Trois-Patapouf.
Puis il y avait une femme francophone blanche qui m'a dit vous venez d'où? Elle était très gentille, mais c'était comme la curiosité. J'ai dit c'est pas votre nationalité? J'ai dit je suis canadien. Elle m'a dit non, vous n'avez pas l'air canadien. Et puis après on a eu une petite discussion. Mais tout ce qui était drôle, parce que mon amie est arrivée un peu plus tard, et puis elle est noire, et j'étais comme, oh, la femme blanche va dire la même chose à elle. Puis c'était intéressant de voir qui est canadien, qui n'est pas canadien, qui est québécois, qui n'est pas québécois, etc., etc. Alors, dans ce contexte, je voudrais vraiment commencer avec le terme immigrant, parce que dans le contexte de théâtre immigrant, c'est pas toujours clair c'est qui l'immigrant, parce qu'il y a la première génération, les gens qui sont arrivés ici, et il y a la génération 1,5, c'est les enfants qui sont arrivés au Canada, mais avant d'être ici, ils ont déjà appris leur langue maternelle, leur culture maternelle, puis ils arrivent ici et ils sont entre deux cultures. En même temps, ils maîtrisent la langue française ou la langue anglaise très, très bien, c'est-à-dire qu'il peut se cacher un petit peu linguistiquement. Puis il y a aussi la deuxième génération, c'est les filles et les fils, les enfants d'immigrants. Et ce qui est intéressant dans le théâtre canadien, c'est que la deuxième génération est beaucoup plus représentée que la première génération. Parce qu'il y a beaucoup de barrières économiques, linguistiques, culturelles, politiques, toutes sortes de barrières. La formation, l'éducation joue un rôle aussi dans les barrières. C'est-à-dire que souvent on entend les enfants d'immigrants qui parlent de l'immigration, mais qui n'ont jamais vécu l'immigration eux-mêmes. Souvent on entend les immigrants qui se moquent de leurs parents pour amuser le public mainstream. Et moi, je ne suis pas très à l'aise avec les pièces comme ça, mais j'étudie le théâtre d'immigrants, alors j'écris par rapport à ça aussi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'auto-identification, parce que ça peut changer, comme j'ai déjà vous donné mon exemple, mais il y a aussi des artistes très, très reconnus comme Wajdi Mouawad. Est-ce que vous connaissez Wajdi Mouawad? Qui a écrit Incendie, la pièce qui était devenue un film très, très, très connu. Et puis lui, il n'habite plus à Montréal, il habite à Paris, il dirige un des plus grands théâtres de Paris, en fait. Alors, et c'est tellement drôle de lire par rapport à son identité, parce que souvent tu lis Wajdi Mouawad, auteur québécois, Wajdi Mouawad, auteur canadien, même s'il est libanais, puis tout dépend du contexte. Et je me souviens d'une blague de la Radio-Canada par rapport à un athlète noir d'origine, j'oublie quel pays, je pense que c'était Kenya, puis quand l'athlète noir gagne une médaille, on dit « Ah, c'est un Canadien, nous sommes très fiers ». Quand il perd, « Ah, c'est des immigrants qui viennent ici ». C'est comme, tout dépend aussi du contexte. C'est-à-dire que le terme « immigrant », c'est un terme problématique et c'est pas un terme qui unit beaucoup, beaucoup d'artistes parce qu'on parle des contextes complètement différents. Je vais parler surtout de mon article que j'ai publié ici en anglais qui s'appelle « Le théâtre immigrant au Canada ». C'était écrit pour le public international, alors les gens qui ne connaissent pas le pays. Alors, il y a beaucoup de choses qui expliquent l'histoire du Canada, etc., etc. Mais mon intérêt, c'était surtout pas l'esthétique théâtrale des artistes immigrants, pas la thématique, mais surtout les moyens que les immigrants, les artistes immigrants utilisent pour diffuser, pour créer le théâtre ici, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de barrières pour eux. Puis j'ai identifié 5 modèles et je vais juste nommer tous les 5. Après, je vais passer le livre si vous voulez lire. Comment ça s'appelle, bookmark en français? Ah, tu vois? La version québécoise et la version française. OK. Alors, marque-page, ou nous, on dit signer. Signer, OK. Un, signer, une.
masculin? Un signé, OK. Alors, il y a un signé, il ne faut pas le perdre. L'article s'appelle Emerging, Staying or Leaving Immigrant Theatre in Canada. Puis le premier modèle qui est très courant, très populaire, très typique ici, c'est un immigrant qui est exclu, mais représenté sur scène, c'est-à-dire en spectacle où il n'y a pas d'immigrants, il n'y a pas d'acteurs, créateurs immigrants impliqués et aussi payés. Je parle d'immigrants de la première génération, mais le spectacle parle de l'immigration, souvent de la souffrance, etc., etc. Il y a une pièce super connue qui s'appelle Kim's Convenience, qui parle d'un dépanneur à Toronto, dirigé par un couple coréen. C'est les immigrants de la première génération, mais c'est leur fils qui a écrit la pièce et qui était sur scène. Il y avait d'autres acteurs. Les immigrants eux-mêmes n'étaient pas impliqués dans la production. Ça s'appelle le modèle immigrant exclu, mais représenté. Deuxième modèle, c'est malheureusement peut-être le modèle le plus typique ici au Canada, c'est quand les immigrants qui parlent une langue particulière qui est différente du français ou de l'anglais, ils se ramassent dans un endroit particulier, par exemple une église, on se sort d'une église, puis ils commencent à faire un théâtre moitié communautaire, moitié professionnel, souvent plus professionnel que communautaire, ça dépend, mais c'est un silo théâtral où je parle de ça comme un théâtre ghetto. Et ce type de théâtre n'est pas du tout connu, il n'est pas dans l'histoire du théâtre du Canada ou du Québec. Il existe partout dans le pays. Je connais plusieurs théâtres russes, je connais plusieurs théâtres perses. Et puis, j'ai même écrit un article sur le théâtre perse de Toronto. Et il y a vraiment un grand mouvement de théâtre perse à Toronto parce que beaucoup d'artistes iraniens ont émigré. C'est vraiment les... Comment on dit dissidents, les dissidences politiques qui est immigré à Toronto, mais ils ne parlaient pas anglais. C'est pour ça qu'ils ont créé ses propres compagnies de théâtre. Troisième modèle, c'est l'immigrant jumelé en couple, c'est-à-dire qu'un immigrant travaille avec quelqu'un qui vient d'ici, qui connaît le système. Alors, l'immigrant, c'est la force artistique, mais l'immigrant ne comprend pas comment utiliser le système, comment trouver des subventions, parce que ça c'est un gros défi, une grosse barrière. Puis souvent, les immigrants trouvent quelqu'un, souvent c'est le mari ou la femme de l'immigrant qui vient d'ici et commencent à travailler ensemble. Puis il y a plusieurs exemples comme ça, y compris au Québec. Modèle 4, c'est l'immigrant supervisé, c'est-à-dire que l'immigrant est sur scène, impliqué, aussi payé, mais jamais en tête du projet. Ici, à Montréal, il y avait un spectacle qui s'appelait Polyglotte d'Olivier Chouanière, un grand metteur en scène québécois. Et tout ce que j'ai trouvé très intéressant, que les immigrants étaient sur scène, il y avait environ 10 ou 12. Ils ont parlé des histoires d'immigration. Par contre, les personnes en tête, les diffuseurs, le metteur en scène, c'est tous les Québécois blancs. Et puis, les immigrants n'avaient pas assez de pouvoir pour diriger leur propre projet. Je ne suis pas contre ou pour, je juste explique qu'il y a un modèle très commun. Et je pose bien sûr la question qui profite plus de ce modèle-là. Surtout dans l'époque de EDI, etc., etc. Et le cinquième modèle dont je vais parler après plus tard, c'est le modèle que j'essaie de promouvoir ici en tant qu'artiste. Ça s'appelle l'immigrant ou l'immigrante déchaîné. C'est-à-dire que, unleashed, en anglais je dis unleashed, c'est-à-dire que les immigrants sont en tête du projet. Ils dirigent leur propre travail. C'est le travail qui m'intéresse. Les spectacles dont je vais parler aujourd'hui, ça sera lié à ce projet-là, à ce modèle-là. Voilà, j'arrête ici. C'est plus que 10 minutes? Non. C'est bon? J'ai 1 minute de plus? C'est la première fois que ça arrive. Mais non,
non, tu peux, je pense, 1 minute, 2 minutes, si tu veux pas partager plus. Bon, ça peut être plus fluide de juste J'ai d'échanger la préparé parole. des choses aussi, donc je vais lire un peu, si c'est... ouais. Donc, merci Art pour Merci à cette toi. super présentation. Comme tu sais, j'ai déjà lu ton article, ton chapitre que tu as publié dans cet ouvrage collectif, datant de 2023, je pense. OK. C'est là, je m'en Donc, souviens pas. Donc, ça m'a frappé encore. À quel point ce que tu décris résonne autant pour les chercheurs et chercheuses qui travaillent sur l'immigration que plus largement pour les personnes immigrantes elles-mêmes. Donc, j'ai quelques questions avec le commentaire, mais toujours. Donc, tu expliques que le terme théâtre immigrant a été formulé pour la première fois par Guillermo Bardequilla, un artiste de théâtre canadien, né à Buenos Aires et en Argentine, et est arrivé au Canada à l'âge de 2 ans. Donc, tu décris qu'il a développé ce concept afin de contextualiser les positions d'artistes issus de minorités ethniques, culturelles, raciales et ou linguistiques. Et tu mentionnes aussi que les premières voix à la fin au Canada, comme des artistes, sont apparues dans le théâtre québécois dans les années 1980 et que le Québec constitue un contexte culturel distinct du Canada anglais au point de nécessiter un chapitre à part entière. Mais tu expliques que je me concentre dans cet article sur le Canada anglais que le Québec. Mais tu aussi mentionnes le contexte québécois un petit peu. J'aimerais t'entendre davantage sur ce qui rend le Québec si particulier à cet égard. Quels sont, selon toi, parce que tu es ici depuis 2000 à Québec, au Québec. Depuis la pandémie. Oui, c'est ça. C'est le meilleur moment d'arriver au Québec, surtout à Montréal, tout est fermé. Voilà. Donc, quelles sont, selon toi, les spécificités qui justifient le traité, le Québec traité séparément? Je pense notamment au rôle des cadres institutionnels, par exemple, parce que tu parles de l'entente entre le Québec et la France pour les étudiants internationaux, par exemple, parce que les étudiants venant de la France, par exemple, tu dis que ces étudiants, l'entente entre le Québec et la France permet aux étudiants français et françaises de payer des frais de scolarité réduits au Québec, mais pas pour peut-être aussi les pays francophones, je ne sais pas. Mais ça existe au Canada anglais aussi, des choses comme ça, je pense. C'est juste la France et la Belgique, pas tous les pays francophones. Ah oui? Oui, le Congo n'est pas inclus, même si c'est un pays très, très grand francophone, juste pour clarifier qu'il y a une politique très particulière. Merci, je ne savais pas ça. Merci pour cette information très intéressante et pertinente. Donc, ça semble refléter un positionnement culturel et politique assez spécifique. Alors, au-delà de la simple question de l'accès aux études. Donc, comment vois-tu l'impact de ce genre de mesures sur le paysage du théâtre immigrant au Québec? Donc, c'est mes premières questions. Et deuxième question, toujours avec le commentaire, bien sûr. Tu distingues aussi les immigrants de deuxième génération, comme tu parlais déjà, et les immigrants de première génération et 1,5 génération qui ne maîtrisent pas encore suffisamment ces langues, soit l'anglais, soit français. Et tu soutiens que ces dernières rencontrent davantage, comme tu as déjà aussi parlé brièvement, de barrières pour accéder au sein grand public et qu'elles risquent une forme de ghettoisation. Donc, ça m'a fait penser au débat récurrent sur le nous et eux, us and them, dans la science sociale, toujours avec un regard interdisciplinaire. Tu décris le théâtre immigrant comme situé
entre deux pôles dichotomiques, comme d'un côté les conventions dominantes anglo-canadiennes et de l'autre les ententes d'une communauté ethnique parfois tournée vers une nostalgie conservatrice. Qu'est-ce que tu veux dire dans cette deuxième catégorie? Et les artistes te soulignent que qui ne s'alignent pleinement sur aucun de ces deux pôles risquent de perdre du soutien financier, de la visibilité médiatique ou bien sûr de la reconnaissance, tu dis. Tu insistes aussi sur la nécessité pour les personnes migrantes d'apprendre et de performer certains codes culturels dans un processus d'éculturation. Est-ce que tu pourrais préciser ce que ça implique concrètement? Quel type de code les artistes sont-ils qu'ils doivent apprendre et comment ça influence leur parcours professionnel? Bon, et troisième question, encore avec les commentaires. Est-ce que tu veux que je réponde aux questions? Et après, ce sera plus facile pour moi aussi, parce que c'est des questions super difficiles, très bonnes, j'adore. J'ai déjà oublié la première. Désolé. La première, c'était surtout, c'est quoi la différence entre le Québec et le... Oui, c'est quoi les spécificités? Pourquoi on devrait traiter le Québec séparément dans ces débats? Parce que tu te concentres surtout sur le contexte canadien. Oui, c'est une très bonne question. Merci énormément parce que maintenant, je ne suis pas d'accord avec moi-même, avec tout ce que j'ai écrit. Alors, ce n'est pas un bon article, il faut tout effacer. Parce que, à la base, en tant que nouveau Québécois, j'ai déjà accepté cette idée qu'il existe le reste du Canada. Il n'existe le reste du Canada. C'est un concept québécois. Ça n'existe pas. J'ai habité en Saskatchewan, ce n'est pas le reste du Canada. C'est la Saskatchewan. C'est très, très particulier. Il n'y a pas de centre urbain dans la province. Imaginez une province, 1 million de personnes, il n'y a pas de grande ville. C'est différent, ce n'est pas la même mentalité. J'étais aussi à Vancouver, j'étais aussi en Alberta. Edmonton, ce n'est pas la même chose que Calgary, pas du tout. C'est une ville libérale. Calgary est une ville très conservatrice. J'ai déjà vécu dans les réservations autochtones. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, il n'y a pas de Canada, du reste du Canada. C'est un concept qui le Québec a inventé pour dire nous, pas nous. C'est exactement ce que tu as dit. Tout d'abord, je voudrais reformuler tout ce que j'ai déjà dit. En fait, chaque cas est différent, même au Québec. Parce que si on parle du nord du Québec et les Autochtones qui habitent là-bas, c'est pas du tout Montréal. C'est une autre culture, vraiment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, selon moi, dans toutes les provinces, le discours du gouvernement, c'est qu'il n'existe pas le centre culturel canadien. Le Canada, c'est un gros mélange de n'importe qui. On efface toute l'histoire et puis vous, comme immigrants, vous n'avez pas besoin de vous adapter aux autres. Par contre, au Québec, le combat politique tout le temps, c'est un peu fatigant, mais c'est le combat qui vient de l'époque de modernisme, qu'un État doit avoir une identité particulière, basée sur la langue, basée sur la culture partagée, basée sur l'histoire. Et nous, les francophones, nous sommes au centre de cette culture. On ne voudrait pas nous adapter aux autres, aux Anglais. Puis c'est pour ça qu'il existe ce poème très connu, Speak White, que vous connaissez peut-être, mais je ne sais pas si vous connaissez qu'il existe une réponse à ce poème, écrit par une immigrante. Et le poème s'appelle Speak What? Et c'est-à-dire que vous voulez, les Québécois, vous voulez que vous restiez comme
vous, sans vous adapter, mais vous voulez que les immigrants sont bien intégrés et qu'ils perdent leur culture, leur langue, etc., et qu'ils deviennent québécois à la base. Alors, vous voudrez faire la même chose avec les autres, mais vous ne voulez pas que les Anglais fassent ça avec vous. C'est ça l'idée de cette réponse. Et tout ce que j'ai appris, que dans les écoles québécoises, on n'apprend pas la réponse. On apprend juste speak white. Parce que l'école, c'est toujours un choix politique. Tout ce qu'on enseigne, c'est un choix politique. Et le gouvernement domine, surtout au Québec, ce qu'on pourrait apprendre. Alors, c'est pour ça que je dis que le Québec, c'est un cas particulier parce que ici, la question pour les immigrants, est-ce qu'on va nous joindre au centre culturel ou on va le résister? Par contre, dans les autres provinces, le centre culturel est quand même assez faible et le discours officiel qu'il n'y a pas de centre culturel. Alors, c'est un peu différent. On doit s'adapter quand même. C'est pas vrai qu'on s'adapte, mais il n'y a pas d'un centre auquel on doit s'adapter. C'est une réponse très rapide, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je ne sais pas si c'est logique, ça a du sens pour vous, mais j'essaie d'expliquer mes pensées. Mais c'est super d'actualité aussi par rapport au débat qu'il y a sur la Constitution, là, le projet de loi 1 en ce moment, qui est un peu pathétique. Puis justement, comme la non-reconnaissance du gouvernement actuel, par exemple, que les Français, ou en tout cas que le Québec n'est pas un État colonial. Ça, c'est comme un peu l'aberration actuelle. Fait qu'en tout cas, c'est très d'actualité parce que, oui, il y a une histoire particulière, oui, c'est vrai, il y a une minorité, mais c'est pas parce qu'on est une minorité dans un pays qu'on n'est pas une majorité par rapport à d'autres. Puis ça, c'est comme un refus idéologique, politique, qui est mis de l'avant par le gouvernement pour justement assurer le pouvoir de ce centre culturel dont vous parlez, l'hégémonie en fait culturelle qui est malheureuse. Puis tu sais, comme juste pour parler un peu du CELAC, petite parenthèse, mais tu sais, toute la programmation du CELAC depuis le début des années 2010, c'est sur le vivre ensemble, c'est un peu en porte-à-faux avec cette conception-là du Québec, parce que le CELAC, donc le Centre de recherche culture, art, société, s'intéressait au Québec, à l'identité québécoise pendant très très longtemps, jusqu'à ce qu'à un moment, c'est de se dire, mais en fait, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Puis donc, comment est-ce qu'on peut finalement aborder la pluralisation de la société, puis réfléchir justement au commun qui émerge de la différence elle-même et de la rencontre. Oui. J'ai une question, je pense que ça fait aussi écho à la deuxième et à ce que tu disais, parce que j'ai l'impression, en t'écoutant, je réfléchissais, en France, j'ai le statut de première génération née en France, ici je suis immigrante, en tout cas pour le moment, et ce que je vois, c'est qu'on parle beaucoup de la barrière à être artiste en tant que première génération d'immigrants à l'étranger, mais j'ai l'impression que c'est très culturel, parce que même moi ici, si en France je consomme de la culture, ici, j'arrive quelque part et puis mon sens de l'humour n'est pas trop compris. Ou alors je vais regarder quelque chose et c'est pas très drôle, j'ai pas les références. Et du coup, j'ai l'impression que finalement, c'est ça la première barrière avant les conditions économiques et même linguistiques, puisque la langue, je la parle à peu près, je comprends à peu près tout. Mais je vois que j'ai pas la même vie culturelle que je peux avoir en France. Je ne vais pas aller au cinéma, même le catalogue Netflix, il me parle beaucoup moins que le catalogue Netflix en France, alors que c'est quand même assez international, enfin il y a beaucoup de choix. Et donc je me demande si c'est pas ça finalement la première barrière à l'intégration de la culture, parce qu'il faudrait que sur place les gens soient prêts aussi à accéder à une nouvelle forme d'humour, à d'autres réflexions, à d'autres thématiques aussi, des choses qui sont thématisées dans certains théâtres, qui pourraient pas l'être à d'autres endroits, parce que ça n'a pas de sens. Donc voilà. Et vraiment, c'est une très belle observation, merci beaucoup, parce qu'à la base, le théâtre qui m'intéresse maintenant, c'est le 5e modèle dont j'ai parlé, où les immigrants travaillent ensemble et où il y a des conflits, il y a des discours complètement différents, où il y a une Française, où il y a une Congolaise. On ne partage pas la même culture, peut-être on parle la même langue, mais peut-être pas. Puis on commence
à trouver des thématiques qui sont plus intéressantes pour toi, pour moi, puis on cherche des dialogues. Et tout ce qui se passe, si le public est aussi divers, vous allez entendre le rire qui se passe pas partout, mais il y a une blague qui peut-être va affecter quelqu'un ici. Après, il y a une autre blague qui va affecter quelqu'un là-bas. La différence entre le théâtre québécois blanc, où on entend le rire partout, c'est ça l'idée qu'on va rire ensemble. L'idée du théâtre que je voudrais promouvoir, c'est qu'il provoque le rire qui voyage dans la salle. Et ça, pour moi, c'est ça le réel postcolonial, qui est beaucoup plus intéressant que l'idée uni-identitaire, le réel plutôt européen, parce que on va arrêter là-bas. Mais merci pour ce commentaire. Mais la deuxième question, oui, en fait, c'était ça évoquait ce qu'elle a posé comme question. Donc, moi, j'étais comme acculturation. Donc, quel type de code ces artistes issus de l'immigration sont-ils, elles, qui doivent apprendre et comment ça influence leur parcours professionnel? Mais c'était vraiment lié à... Je vais donner juste un exemple parce que sinon la question est vraiment riche. On peut passer environ 3 heures juste en discutant ces questions. J'ai juste une question dernière avec le commentaire. Alors, il y a 2 pièces ici écrites par Denise Bachard. Je n'ai pas écrit le nom de la dramaturge. Denise Bachard, c'est une immigrante, une dramaturge turque d'Istanbul qui a immigré au Canada il y a 12 ans ou 10 ans, je ne m'en souviens pas. On était amis. Puis je me souviens de sa première demande de subvention au Conseil des arts de l'Ontario. C'était comme une petite subvention de $1 000. C'est rien pour le théâtre, c'est rien quand tu payes les artistes. $1 000, c'est la pauvreté totale, mais c'était la première demande, il faut être très modeste. Puis elle a écrit son brouillon, elle m'a envoyé son brouillon et je lis la demande et j'étais comme, mais c'est une très belle pièce. Je pense que c'était pour Wayne and Halva, je ne me souviens pas. Puis, mais j'envoie le feedback et je dis, Denise, écoute, c'est génial, c'est profond, c'est philosophique, c'est poétique, c'est actuel, j'adore le brouillon. Par contre, au début, tu n'as pas mentionné « Je suis une femme immigrante turque pas blanche ». Elle m'a dit « C'est rien à voir avec ma pièce. Je voudrais parler de l'esthétique de ma pièce. » J'ai dit « Si tu veux la subvention, le code culturel, il faut commencer avec self-identification, auto-identification. » Elle était horrifiée par cette idée en tant qu'immigrante turque. Parce qu'en Turquie, elle n'était pas blanc ou noir. En Turquie, la division dans la société est basée sur la religion, pas sur la race. C'est est-ce que vous êtes musulman, chrétien, athée, à la vie, etc., etc. Je suis d'accord avec vous. Oui. Parce que je pense que le racisme, ça existe en Turquie. C'est partout, je pense que ça existe, dans les pays de tiers-monde. Par exemple, il y a des réfugiés, des demandeurs d'asile afghans, des réfugiés syriens. Oui, il y a encore une petite racisme, je pense, en les Arabes. Oui, mais c'est pas ce qu'elle m'a dit. En fait, c'est pas mon opinion, c'est tout ce qu'elle m'a dit. Pour eux, c'était une surprise qu'elle n'était pas blanche, ou elle n'était pas... Pour eux, c'était surprenant d'apprendre que les catégories nord-américaines appliquent à elle. Dire, white Turk, on peut dire ou pour les élites, par exemple, ou Black Turk pour les Kurdes. Et comme tu sais aussi, c'est l'Empire ottoman, génocide arménien. Il y a toutes ces histoires, mais bien sûr, dans le contexte nord-américain, c'est différent, je suis d'accord. Parce qu'ici, c'est comme, il y a vraiment quelque chose que les gens parlent sur la blanchité, personnes racisées, je ne sais pas, people of color,
c'est quoi people of color? Ben, j'ai récemment traduit ça en français comme personne colorée, personne de couleur. On va traduire ça aussi en français, mais je pense que c'est racisé. Mais racisé, c'est juste que ça nomme le processus de racisation et qui est comme. Ouais. C'est vraiment, ouais. Quand on compare le contexte européen aussi avec le contexte européen, c'est une autre histoire aussi. On ne parle pas de people of color mais en Europe. Tu sais, ce qui est intéressant dans votre discussion, dans ta réaction, etc., c'est, j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qu'on rencontre des fois, même ici, je me souviens autour de cette table, de personnes françaises qui viennent, qui vont être extrêmement choquées par l'approche justement nord-américaine de la question raciale. Parce que, ah ben non, mais on est tous français. Pourquoi est-ce qu'on va se poser la question de s'identifier d'une manière ou d'une autre? Pourquoi est-ce qu'on va poser de manière... Parce qu'en fait, mais c'est vraiment une culture. C'est ça la question du code culturel. C'est vraiment une culture nationale, coloniale, on va le dire comme ça. Mais puis c'est un peu la même chose en Turquie. Ben, dans le sens qu'un État fort... Ouais. Qui va, alors que c'est vrai que la culture nord-américaine par rapport à la question raciale est vraiment assez particulière aussi. Puis aussi la culture critique, dans le sens, puis qui est mise de l'avant beaucoup dans des espaces culturels puis universitaires, entre autres, de manière différente que cette espèce d'idée d'une identité nationale. Tu sais. L'idée de l'auto-identification, même, elle peut choquer. Ouais. Dans la perspective française, par exemple. Ouais. Surtout l'institutionnalisation, c'est surtout ça. C'est que moi aussi, je me suis retrouvée dans le cas où je demande des bourses et on me demande ma couleur. Et je sais qu'ici, je suis pas blanche, mais clairement, je vais pas du tout face à du racisme sur ma tête. Et en tant que Française, c'est ça qui est compliqué, c'est... je ne vais pas dire que je suis blanche parce que c'est renier une partie de mon histoire familiale, mais je ne peux pas non plus dire que je ne suis pas blanche et utiliser ça pour faire valoir. Mais en revenant à la question, le code que Denise a appris, c'est qu'il faut écrire au début « Je suis une femme, je suis non pas blanche, je suis immigrante de la première génération ». Est-ce qu'elle a reçu la subvention? Oui. Elle a reçu la subvention parce qu'elle avait appris le code. D'accord. La pièce était aussi excellente, mais le brouillon original, c'était pas du tout lié au code culturel des subventions canadiennes. C'est ça tout ce que je voudrais dire. Oui, tu as répondu à ma question très bien maintenant dans cet exemple. Peux-tu juste réagir? Je m'excuse, je ne veux pas trop non plus. Mais c'est intéressant le lien entre les deux premières questions parce que je pense que les codes au Québec sont vraiment aussi différents que les codes, par exemple, genre à Toronto ou comme dans d'autres espaces, par rapport justement, parce qu'au Québec, on hérite quand même, puis là c'est de plus en plus revendiqué malheureusement par nos gouvernements proto-fascistes, je m'excuse, mais de revendiquer une identité nationale extrêmement forte justement culturellement, tu sais. Puis, c'est ça, il y a quand même ça, il y a une tradition au Québec plus forte où est-ce que il y a des gens qui vont parler contre quand même l'auto-identification au Québec, chose qu'on va moins voir, on va le voir aussi, mais moins au Canada anglais, la forme de conservatisme va être différente en fait, j'ai l'impression. Oui. Tout à fait. Donc, ma dernière question, avec toujours des commentaires, parce que j'ai lu son article, en fait, qui va être publié en français bientôt, n'est-ce pas? Je vais publier un article en français sur le théâtre immigrant, mais ce sera en 2027 dans le revue Jeux. Ah, ok. Ouais. L'année prochaine, ok. Donc, dernièrement, j'ai été particulièrement fascinée par ta discussion de downshifting. On peut le traduire peut-être déclassement, je ne sais pas. Downshifting. Dans l'échelle sociale, quand tu immigres, tu tombes. Tu descends. Déclassement. Dégradé, diminuer. Oui, diminution. Ouais. Quand les artistes immigrants déjà établis sont reclassés comme artistes émergents à leur arrivée au Canada, tu dis, et certains acceptent cette position diminuée au dégradé. J'aime beaucoup ce mot. Ouais. Tandis que
parce que ça me rappelle quelque chose, tandis que d'autres finissent par quitter après des années de frustration. Donc, faute d'accès aux ressources et au réseau. Donc, ça semble étroitement lié à la précarité plus large, à mon avis, que vivent beaucoup de personnes migrantes après leurs installations au Canada et au Québec aussi. On a l'impression que malgré tout ce qu'on écrit et discute, les inégalités structurelles persistent. Donc, on voit maintenant, par exemple, avec le PEC, ce qui se passe, la politique d'immigration qui est changée, qui change beaucoup tout le temps, donc actuellement. Ça n'a rien à voir avec les artistes, peut-être, mais ce sont des immigrants aussi, en fait, c'est lié. Donc, on ne peut pas les séparer aussi, ces politiques. Ton exemple d'effacement dans ton article, ça m'a fasciné beaucoup, parce que c'était quelque chose que je ne connaissais pas ici, le nom de cet artiste que tu parles. L'effacement historiographique, tu analyses l'histoire de cet artiste au Canada. Donc, le cas de Miroslav Irčan. Vous connaissez Miroslav Irčan? Vous ne connaissez pas? Wow. Moi aussi, je connaissais pas. Moi, j'ai appris grâce à Art dans son article. C'est le dramaturge ukrainien qui a vécu à Winnipeg dans les années 1920. Et puis, même s'il a, tu dis que dans ton article, même s'il a été un des dramaturges les plus joués au Canada, à ce moment-là, oui. Dans les années 1920, il reste absent de l'histoire du théâtre canadien ou anglais. Ça soulève des questions importantes, à mon avis, sur la mémoire et la visibilité et l'effacement historiographique, comme tu définis dans ton article. C'était vraiment intéressant. Donc, merci pour cette information, je ne savais pas. Donc, Miroslav Irčan, il s'appelle. C'était ma dernière question. Désolée, ma question c'était des commentaires. Est-ce que tu pourrais dire quelques mots de plus sur ce que tu entends par immigrants jumelés? Parce que, à mon avis, dans ton article, cette modale, c'était très court et je n'ai pas saisi exactement. Est-ce que tu peux donner plus d'exemples, peut-être, je ne sais pas, avec beaucoup d'exemples? C'est une bonne question. Quand j'écris des trucs, quand je postule, par exemple, je viens de faire l'école de transgression au Théâtre Prospero, c'est un des théâtres les plus avant-garde de Montréal, je trouve, mais j'étais le seul immigrant parmi les participants. Dans ma demande, quand j'ai postulé, je pense toujours comment écrire pour être aimé par les Québécois blancs. Je ne suis pas moi-même. J'ai peur d'écrire je ne peux pas me présenter comme il faut. Je m'adapte à la mentalité des jurys, tu sais, tout le temps, avec les subventions également. Puis, souvent, tu ne veux pas mentionner que tu as déjà un doctorat, tu enlèves le doctorat, tu ne veux pas mentionner que tes pièces étaient déjà produites à l'extérieur du Canada parce que ça ne dit rien. Tu essaies de te placer dans une position d'un artiste émergent qui est là pour apprendre comment écrire en français. Alors, quand j'ai postulé à Prospero, j'ai écrit, je commence à écrire dans ma 4e langue et c'est un gros défi. Je suis là pour apprendre comment écrire en français, comment écrire en français, de la même manière que j'écris en russe, en arménien, en espagnol et je parle 5 langues. Alors, c'est déjà assez, mais je me place dans une position subalterne, c'est-à-dire je suis dans une position d'élève. Et je commence à critiquer cette position parce qu'à la base de cette position, il y a la mentalité fasciste que tu as mentionnée.
C'est pas le fascisme de Hitler, mais c'est le fascisme tranquille qui est partout dans la société. Et je vais vous lire, je viens d'écrire une nouvelle pièce qui s'appelle Tango entre hombres, Tango entre hommes. C'est ma première pièce en français. Je vais vous lire un poème qui s'appelle L'hymne au tango. Et c'est la première fois que je vais le lire, alors je m'excuse s'il y a des moments d'hésitation. Mais ça parle aussi du fascisme qui est parmi nous. Fascisme tranquille. Je me souviens que je tombe doucement dans le vide, entre le réel et l'imaginaire. J'entends tout, mais je ne vois pas trop. C'était en avril. Le monde se levait doucement pour le printemps. Mais je tombe doucement dans le vide. J'entends tout, surtout leur voix. Il y en avait 3 ou 4. Et elles me parlent, entourées par le silence total. Le monde se lève doucement. Je tombe en silence. C'était en avril. Un ruisseau qui se transforme en rivière, qui coule doucement sur mon front. C'est poétique. Puis sur mon nez, puis sur mes lèvres, puis la rivière entre dans ma bouche, tout doucement, le saveur de sel, de sang. Je le savoure instinctivement. Le monde se lève en silence. J'entends les voix masculines. Elles me parlent. Sal, va, tu viens. Je tombe sur la terre, doucement. Mon corps accepte les frappes de pieds lourds. Elle me libère de mes pensées. Elle me retourne au réel. Le monde se réveille doucement. Sale, va, tu viens, toi. Une voix s'approche à mon oreille, doucement. Elle me parle. J'ouvre les yeux sanglés. Je ne vois pas trop. Il y a un petit drapeau sur son chapeau. J'accepte ce qui va se passer. Un coup de pied sur dos, silence. Un coup de pied sur le visage, silence. Le printemps, les voix masculines. Sale, arabe. Va-t'en, retourne-toi d'où tu viens. Je tombe sur la terre, une solitude, le petit drapeau, le monde se réveille doucement, le printemps. Je savoure le sang dans ma bouche, le petit drapeau. J'entends 3 voix ou 4, les voix masculines. Les patriotes, c'est poétique. Je tombe, le monde se lève doucement. J'ai peur des drapeaux, sale arabe. Je tombe, c'est poétique. C'était en avril, ça fait 25 ans. Silence. Pourquoi je danse avec les hommes? Parce qu'en espagnol, l'amour est toujours masculin. Pourquoi je danse avec les hommes? Parce qu'en russe, l'amour est toujours féminin. Pourquoi je danse avec les hommes? Parce qu'en arménien, il n'y a pas de genre.
Pourquoi je danse avec les hommes? Parce que les petits drapeaux, parce que la solitude, parce que la peur, parce que l'amour est non-binaire, parce que c'est poétique, parce que je tombe toujours, comme tout le monde, parce que je veux me guérir, parce que c'est impossible, parce que je veux les guérir, parce que c'est impossible, mais poétique, très poétique, sale, arabe. Je me souviens. Excusez-moi, j'ai comme brisé un moment. Je trouve que vraiment la violence des mots combinée à la douceur de ta voix, je sais pas, ça augmente la force du texte. Ce dialogue-là entre les mots et la manière de le dire. C'est toi, tu vas jouer avec la pièce? Oui, peut-être je vais jouer. Il y a 3 comédiens, tous les 3 sont immigrants, 2 Colombiens et moi. Moi, je suis arménien, je ne suis pas du tout ni arabe ni colombien, mais tous les 3, on danse le tango queer, on danse avec les hommes, les femmes, les personnes non binaires, et on essaie de briser les codes de genre, parce qu'ici au Québec, c'est super genré, la danse. Les hommes dansent pas trop, les femmes ont encouragé à danser. Puis, il y a beaucoup de choses qui sont genrées au Québec. Même quand on dit bonjour, je remarque que les bisous, c'est pour les femmes. 2 hommes ne font pas les bisous. C'est bizarre, parce qu'on part d'une société où on est laïque. Il n'y a pas de genre, on est égal, mais en fait, il y a plusieurs codes qui sont super genrés. Et moi, j'ai trouvé cette connexion entre les violences que j'ai vécues il y a 25 ans. J'ai rencontré 3 néo-nazis. Et le tango, non, je ne vais pas dire c'était où, mais ce n'est pas important, ça peut arriver ici à Montréal. Par exemple, aujourd'hui à Hochelaga, il y avait un nouveau graffiti contre les Juifs, avec un swastika et tout ça. Là. Alors, le racisme est partout, tout le temps. Puis, je cherche comment me guérir et comment guérir surtout les hommes, parce que les hommes représentent souvent le danger. Oui. Mais je suis au début de mon parcours. C'est le premier brouillon de la pièce, alors je ne partage pas les autres scènes, juste ce poème. Ouais. Et ça me rappelait de ta pièce qui s'appelle Les Gares, parce que tu parles en homosexuel, issu de l'immigration, qui a vécu le racisme et qui finit... je ne sais pas si... En Saskatchewan, oui. Ouais. Je peux donner plus de détails sur cette pièce, mais je crois que dans cette pièce aussi, il y a des rencontres un peu étranges, en le sens que les personnes l'appellent arabe dans des pièces. Ils ont vécu le racisme, mais l'idée c'est qu'il y a un couple qui arrive au Canada parce qu'ils pensent que le Canada c'est un pays libre où on est tous égaux. Mais ils arrivent en Saskatchewan parce qu'en Saskatchewan, le programme d'immigration, ça fonctionne beaucoup plus vite qu'au Québec, par exemple. Ici, on savait, ça peut prendre 10 ans pour vraiment immigrer avec tous les changements. Merci beaucoup. Merci. Mais en Saskatchewan, ça prend 10 mois, 11 mois pour immigrer. Alors, c'est un couple gay qui immigre en Saskatchewan. Et au lieu de trouver un pays où tout le monde est égal, il n'y a pas d'homophobie, il n'y a pas de racisme, ils trouvent le conservatisme religieux trop présent. Et ils ont vécu une attaque raciste et homophobe dans un club gay.
un endroit sécuritaire. Puis c'était ma première pièce en anglais. Mais moi, je suis peut-être intéressée par c'est parce qu'à 2 heures, les gens ont des cours. C'est pour ça. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Merci. Mais je trouve ça intéressant, tu sais, comment tu l'as amené par rapport à la question du fascisme tranquille. Mais excusez-moi, c'est toujours ma position politique. Moi, je suis un peu obsédée comme par qu'est-ce qui se passe, mais je trouve ça très intéressant parce que, tu sais, j'allais dire les derniers mois, mais en fait, non, ça fait 1 mois. Depuis 1 mois, tu sais, par rapport à tout ce qui se passe au Minnesota, puis que les personnes qui ont été tuées par ICE, donc c'était choquant, puis en plus c'était filmé, fait on l'a vu, puis que assez rapidement, comme dans les jours suivants, beaucoup de personnes racisées disaient bon ben ok, tu sais, on comprend, là, c'est choquant, tout ça, il n'y a pas de. Mais sauf que tu sais, nous, c'est ça qu'on vit à tous les jours comme en général, puis là, ben là, c'est des blancs qui sont morts, qui ont été tués, puis donc il y avait des personnes racisées fâchées, puis ben, tu sais, moi je dis ça, mais c'est sur les réseaux sociaux, là. Et donc des personnes racisées fâchées qui sont comme juste allez tout chier, comme. Puis des personnes racisées qui, au contraire, sont comme bon, enfin, tu sais, peut-être que vous comprenez notre vie. Tu sais, mais parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, comme ce qui se passe aux États-Unis, disons, c'est l'aspect absolument décomplexé du fascisme. Mais en fait, le fascisme tranquille, il est, tu sais, je veux dire, c'est celui qu'on vit au quotidien, puis dans lequel on a grandi, puis qu'on connaît, qu'on reconnaît pas comme tel. Ouais. Puis c'est pour ça, des fois, comme que moi, quand je pense à l'antifascisme, tu sais, qu'il y a l'antifascisme politique, tu sais, comme qu'on se dit, bon, il faut évidemment lutter contre l'organisation fasciste de nos gouvernements, etc. Mais en même temps, c'est aussi la question de la vie antifasciste. Puis c'est de refuser au moment, tu sais, justement, culturellement, de s'accorder finalement avec la société du fascisme tranquille dans laquelle on vit. En tout cas, ça, c'est juste une réaction comme bien intellectuelle, peut-être parce que ça m'a beaucoup touché ton texte, puis je le trouve extrêmement fort, justement, puis comme bouleversant. Mais, ouais. Il y a d'autres choses. Premièrement, mon français c'est terrible, c'est mon 5e mois ici. Oui, je sais, je comprends. Tu viens d'où? Je suis brésilienne, du Brésil. Ah oui, tout bien. Oui! Ah! Il en a 2. Ah, il en a 3! Donc, non, ça c'est bon, de partager avec d'autres personnes. Ce sont les primeiras brasileiras que eu converso, gente. Mais, anyway, quelque forme. Sur la question de Minneapolis, par exemple, c'est intéressant parce qu'en fait, la première victime était un homme noir, mais les personnes ne parlaient pas sur ça. Donc, ça c'est oui, pas juste... oui, merci. Oui, merci. Je pense qu'il y a plein de différences, mais sauf que, puis après, toutes les personnes qui sont mortes en détention par ICE dans la dernière année, tout ça, tu sais, comme... Oui, mais sur ces cas spécifiques de la sensibilisation, je pense que c'est important parce que la mort d'Alex était dans le première de janvier, peut-être. Oui, c'était au début, oui. Oui, début de l'année, une semaine après, avant de gauche. Donc la différence, c'est très petit et personne n'est dit sur ça. C'est très contre, c'est hiérarchisation de la mort, ça c'est pas le point. Mais en même temps, oui, les racismes structurels des États-Unis, c'est toujours présent, fait partie, c'est exact. Donc ça c'est une question problématique aussi. Mais sur la question culturelle, donc je suis évidemment immigrant, je suis une artiste, une personne trans, donc combo complet des problèmes pour moi ici. Et c'est intéressant parce que je sens exact ces difficultés, parce que tout ce qu'on fait dans notre pays varie bien, les personnes ne considéraient pas. Et ça c'était intéressant parce qu'au Brésil, j'ai une carrière artistique pleine, très stable, mais ici c'est comme les personnes vont me demander tu es artiste et j'ai oui, de ma vie. Et ici je suis complètement perdue. Donc ce sens des on ne peut jamais parler tête en tête sur le même niveau avec les artistes ici. C'est curieux, c'est juste comme une forme de regard, de subversion, de proto-fascisme par exemple, qui peut-être c'est aussi le tranquille, mais peut-être pas, peut-être bien comme un commentaire commun, mais tu étudies ça, des choses. Et même si la réponse c'est oui, mais nous sommes à tout des prix, tout de
d'expérience, d'une situation, ça vient comme rien ici. C'est curieux. Et évidemment que ça, dans notre santé mentale, c'est comme si, pour la première fois dans ma vie, je suis insécure sur ma existence artistique et je vois, c'est un gaslighting de l'existence. Donc, tu fais quoi comme ta pratique artistique? Je peins. Et je fais performance ici et installation, donc tir contemporain. Et pour apprendre les codes ici, c'est quelque chose de oui. Donc je dois me porter comme qui ou comme quoi. C'est obligé de tourner notre propre identité comme autre chose même. Pas notre personne, mais ces choses construites. Donc, beaucoup d'apprentissage pour moi. Je suis un peu découragée, je voudrais dire, parce que oui, je viens avec cette même forme de pensée qui oui, le Canada c'est libre, c'est ouvert dans les artistes, mais en fait, je trouve ces barrières et c'est un moment en même temps de frustration, mais en même temps d'apprentissage, parce que je sais qu'il y a beaucoup de résistance ici aussi. Mais c'est une question de où sont les résistances. Par exemple, j'ai une amie, c'est une artiste aussi, et c'est montréalaise, et elle me présentait sur le karaoké, et c'est une performance queer, avec le karaoké en même temps, et j'ai changé un peu ma perspective du Québec. Au cause de ces événements très spécifiques, ces lieux spécifiques, mais si un lieu de résistance, c'est pas le mainstream. Non, le mainstream, jamais. c'est très... Jamais. Exact. Ouais. J'ai visité les musées d'art contemporaine et je vois, ça c'est des choses qui sont présentées pour le public parce que c'est très conservatif. Ça, c'est la question. Et j'étais surpris dans ça vraiment. Mais en général, question de bon métier, c'est une question de temps. C'est une question de trouver les endroits, les CELA par exemple, sont distance ici, donc côté interdisciplinaire. J'ai fait le doctorat ici, mais c'est intéressant parce que je commence à me trouver une personne qui dit je suis doctorant et pas je suis artiste en premier milieu. Et ça, jamais, never happened. C'est intéressant. Mais tu as raison. Oui, non, tu as raison. Et tu parles aussi de la perte de... Désolée pour les temps. Non, mais c'est tout lié. Tu parles de la perte du capital humain, social, linguistique, culturel. Quand on arrive ici, il n'y a pas de capital. Puis on doit trouver ce capital. Puis ça prend 10 ans, 20 ans, surtout dans le contexte conservateur. Artistiquement conservateur. Ça prend énormément de temps et on s'adapte. Et on ne voit pas que la culture, en général, ne veut pas s'adapter à nous. Parce que c'est toujours une rue à sens unique. C'est quoi? C'est pas un dialogue entre les deux. Mais je pense que la première pièce ici, Du vin et du Alva, va te parler parce qu'en fait, il y a deux personnages. Il y a un gay blanc dans le texte de la classe moyenne qui représente le Canada. Puis il y a une immigrante turque qui fait son doctorat à l'Université de Toronto et qui est vraiment sur un choc total par rapport à tout ce qui se passe ici et comment elle est la seule personne qui doit s'adapter. Par contre, elle comprend aussi que les Nord-Américaines ne comprennent pas le reste du monde. Ils ne savent pas très peu sur le reste du monde, mais ils disent au reste du monde, pas juste les politiciens, tout le monde dit au reste du monde comment se comporter, y compris aux immigrants. Et c'est ça l'idée de l'hiérarchie nord-américaine qui est très très présente et qui influence, et surtout elle parle du point de vue du Moyen-Orient, de la Turquie, mais peu importe d'où tu viens, je pense que tu vas... ça va te parler, je pense. Oui. Et ça va être joué en français. Non, le vin du Alva, ce sera bilingue, français-anglais, surtout anglais, avec certains extraits en français. Ça, c'est en français. Ah, le deuxième. Et Tango entre ombres en français, anglais et espagnol en même temps avec les sous-titres. Pas de portugais, je m'excuse. Je parle pas encore portugais. Moi, je parle toutes les langues, ou je peux lire toutes les langues, c'est des choses. En même temps, il y a un truc, je vous écoute, puis
je sais pas, il y a toute cette adaptation, parce que vous êtes artistes tous les deux, toute cette adaptation, le fait de mettre l'artiste derrière la doctorante, le fait de, tu parlais de transformer ta manière de présenter pour demander des subventions. Je trouve ça d'une tristesse profonde parce que ça amène à une forme d'uniformisation aussi de l'art qui devrait pourtant à la base être un partage, une mise en dialogue. Et puis, est-ce que vous sentez ça dans votre processus de création, cette espèce de... je sais pas, je me sens comme... Oui, je me sens coincée. C'est quoi le process? Comment tu l'appelais? Unification. L'uniformisation. Uniformisation. Oui, en cinéma puis en télé, mais pas du tout de la même manière. J'ai pas le même avis. On voit quand même ça aussi se produire parce que les règles d'accès au financement sont tellement conservateurs. Puis alors là, si on ajoute en plus une couche d'artistes immigrants qui essaient de trouver son espace, puis qui d'autant plus porté à cette espèce d'adaptation-là dont vous parlez, dans la vie en général, mais en plus quand ça se passe dans le milieu artistique, comment Moi, est-ce que je peux ajouter un autre terme? Parce que tu as dit, il y a une couche additionnelle, le couche que tu as nommé, le couche additionnel pour moi, en anglais, on dit domestication. C'est ça, j'allais dire, c'est de la disciplinarisation. Oui. On discipline, tu sais, on discipline, c'est plus violent. Oui, mais je parle de ça par rapport au théâtre perse à Toronto. Pour les artistes iraniens, le seul moyen pour sortir du monde ghetto, là, c'est qu'on produit les pièces juste pour les Iraniens à Toronto. Pour sortir de ce monde, pour aller vers la scène mainstream, il faut faire domestication, c'est-à-dire, c'est un bel exemple, j'adore, il y a un dramaturge iranien, Mohamed Yagoubi, il est super connu dans le monde, ses pièces sont traduites en 27 langues, je ne m'en souviens pas, il a travaillé partout au monde. Alors, il a immigré au Canada à cause de l'oppression politique en Iran, sans aucune connaissance d'anglais. Il a passé 4 ans en apprenant la langue, ce qui est difficile. Il a appris la langue, puis il a finalement envoyé sa pièce qui est super connue. Ça s'appelle The Moment of Silence. C'est une pièce super connue partout au monde. Il a envoyé cette pièce au festival à Toronto qui s'appelle Summerworks. C'est le nom du festival. Mais avant de l'envoyer, il a trouvé une autre artiste perse qui habite à Toronto depuis très longtemps, qui a fait sa formation au Canada. Puis il a montré le texte de cette pièce très, très connue à cet artiste. Et puis, cet artiste, elle a lu la pièce, elle a dit hey, écoute, il n'y a pas de didascalie dans la pièce. Stage directions, il n'y a pas de didascalie. Puis ici au Canada, si tu n'as pas de didascalie, c'est pas une bonne pièce, c'est le code. C'est parce que le théâtre canadien est plus conservateur que le théâtre iranien. Puis Mohamed, il a dit ah ok, mais j'écris pas de didascalie. Pour moi, c'est les pièces du 19e siècle qui utilisent des didascalies. C'est pas les pièces de maintenant là. Puis lui, il a ajouté beaucoup de didascalies pour le jury du festival et il a gagné. Et ça, c'est domestication. Pour moi, ça, c'est domestication. On s'adapte. Si l'œuvre d'art est entre le créateur et celui qui reçoit, ouais. Ben, le dialogue est plus non, il n'y a pas de dialogue. Ça coupe aussi cette espèce d'ouverture-là. Ouais. Pour moi, de connaissance de l'autre. Totalement. En fait, je pense que l'exotisation, c'est une chose très courante. Donc, peut-être la nationalité va peut-être placée avant de ton nom, par exemple. Donc, cela, c'est algérien, l'art, que c'est des Congo, etc. Et ça, évidemment, change et make it empty. Ça le rend vide. Ça vide ton travail. Parce que toutes les pensées, les questions philosophiques, par exemple, sur danse, etc., c'est pas considéré après parce que l'identité, c'est autre chose, identifiée, par exemple. Notre corps encore. Donc, c'est pas sur ton travail. Ici, par exemple, j'ai jamais fait des peintures qui sont
sur les thématiques que je travaille. En général, j'ai adapté pour les causes de guerre. On fait la question de Palestine, par exemple, mais parce que ça me traverse comme une urgence dans le moment, donc j'ai arrêté tout pour faire ça. Mais les autres types de travail, qui en général je travaille avec l'écologie, sur la performance, sur la musique par exemple, je ne trouve pas inspiration en fait parce que je pense, ok, mais où est-ce que je vais présenter ce travail réalistiquement? Parce que ça me draine, oui. Mais c'est ça, parce que moi, c'est ça que j'ai la question que j'allais vous poser, tu sais, aux artistes, je sais des personnes aussi, mais tu sais, comment est-ce que vous le vivez, cette disciplinarisation, cette domestication-là? Tu sais, par exemple, dans la création de la pièce là, que tu es en train d'écrire ou que tu viens d'écrire, que vous avez scénarisé, est-ce que tu sens que tu as trouvé un espace, par exemple, au Fringe ou à quelque part où tu peux être libre? Ou tu sais, même chose, c'est comme là, tu dis, bon, finalement, je suis traversée par la question de la guerre en ce moment, la Palestine, justement, le fascisme mondial. Puis, est-ce que, donc là, tu as une urgence de créer là-dessus, est-ce que tu te sens quand même comme que ta pratique créative a une certaine liberté, au moins là, dans cet espace-là? Ou est-ce que non, même pour ça, justement, vu que tu ne sais pas où est-ce que tu vas le diffuser, là, tu veux discipliner ta propre création? Moi, c'est ça, comme des fois, je suis comme, aïe, et je sais que c'est ça qui se passe. Mais c'est ça, je voulais vous entendre, comme peut-être là-dessus. Pour moi, il y a un peu d'espoir, très peu, mais il y en a très peu. En général, j'accepte que la précarité d'artistes au Québec, en général, c'est vrai, c'est une catastrophe parce que les chiffres sont très inquiétants. Un artiste régulier, pas un artiste immigrant, gagne environ 19 000 $ par année. 19 000 $ par année, et ça ne changeait pas depuis les années 90. Mais dans les années 90, 19 000 $ par année, avec le loyer à Montréal à 300 $ par un 3,5, là, c'était possible. C'était possible il y a 30 ans. Mais ça n'a pas trop changé depuis 30 ans. Alors, c'est-à-dire que tous les artistes sont déjà dans une situation très, très précaire. On ne parle pas de Robert Lepage, on ne parle pas des artistes... Jamais, on ne parle pas de... Oui, voilà. Il y a d'autres artistes, 1% peut-être. On ne parle pas de Xavier Dolan, on parle pas... C'est pas la plupart d'artistes. Et de plus, si vous êtes immigrant, il faut comprendre que les espaces mainstream sera fermé pour vous en général. Il y aura des petites exceptions parce que j'ai vécu 5 jours avec l'école de transition au Théâtre Prospero. Je comprends bien, c'est une transgression que j'étais là. Je comprends bien que c'était une belle occasion, je suis très content, mais j'accepte aussi que c'était une exception. C'est-à-dire que je suis prêt pour les sacrifices financiers qui peuvent être lourds. Par exemple, ce pièce, moi je suis le metteur en scène du vin et du halva. J'attends une subvention. Mais cette subvention a été déjà refusée 2-3 fois. On fait une autre demande, on fait une autre demande, on fait une autre demande parce qu'on sait que la pièce est bonne. La dernière fois qu'on a fait la pièce, la salle était pleine, complet, tous les 10 représentations complètes. C'est-à-dire que c'est pas pire. Par contre, Robert Lepage, il répète ce spectacle Hamlet, qui était de la marde, au Théâtre Maisonneuve. Alors, j'ai des questions. C'est juste pour comparer, là. Mais moi, je suis prêt à dire aux autres, à l'équipe, je vais pas prendre l'argent pour mon travail. C'est environ 7-8 000 $ que je vais perdre. Je suis déjà au chômage, je fais le chômage. Je reçois, comment s'appelle le chômage? Le EI, Employment Insurance. Voilà, je suis chanceux que j'ai un peu d'argent que le gouvernement me donne pour quelques mois. Je dis, si je prends mon argent, on n'a pas assez de budget pour faire la pièce. Le choix, soit je fais la pièce, soit on ne fait rien.
Et j'ai dit à l'équipe, je vais juste dire non à l'argent. Alors, il y a des sacrifices très, très clairs. Et je ne suis pas une exception. Je connais un autre immigrant, un immigrant grec, qui a fait un spectacle à l'Espace Libre. C'est un théâtre sur la rue Ontario. Et je sais qu'ils n'avaient pas reçu la subvention. Puis, lui, en tant que coproducteur et en tant que metteur en scène, il n'était pas payé. L'actrice québécoise qui était dans leur spectacle était payée. Mais lui, il n'était pas payé. Et c'était sa décision. Je blâme personne. Mais je dis qu'il y a des sacrifices financiers que les immigrants font, même si on est déjà dans une situation de précarité qui est même pire que pour les autres artistes. Je voudrais juste partager ce que je vois dans le monde. Ah, l'espoir, j'ai oublié l'espoir. Il y avait Dany Laferrière. Ça me donne un peu d'espoir. Parce que lui, il a bouleversé les règles du roman québécois. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom. J'ai adoré son roman. Mais ça se peut que lui, il est vraiment une grande exception parmi les artistes québécois. Est-ce que je peux ajouter quelque chose à ça? Je pense que la domestication, en général, c'est partout dans les arts. Donc, c'est comme j'écris beaucoup sur la théorie d'art aussi. Ici, mon doctorat Sciences Sémio, c'est écotourisme, c'est une autre chose, mais c'est culturel aussi. Mais à part de l'académie, j'écris beaucoup sur la théorie d'art. Et je trouve que c'est très intéressant parce que l'être artiste, c'est toujours une négation dans la domesticalisation, mais en même temps qu'on vive ensemble dans le même système capitaliste. Et ça, c'est curieux, parce que les personnes attendent de nous la créativité, la liberté, une voix haute, etc. Mais toujours, notre existence, c'est un travail aussi. C'est un travail d'être artiste. Et c'est intéressant parce qu'en général, les personnes nous demandent si on sommes artistes en temps complet au poste, par exemple. Mais c'est évident qu'il faut survivre, pour faire la manière qu'ils ont leur pensée, par exemple, parce que le cinéma, la performance, la peinture, les musiques sont des arts très chers de faire, avec quelques projets, les temps pour l'exécution, les créations, etc. Donc, c'est un argent perdu, mais c'est pas juste ça, mais la subsistance de vivre fait, de payer le loyer, de la nourriture, etc. Donc, c'est toujours un choix, je pense, d'être honnête dans notre travail. Nous ne vendons pas pour le système aussi, parce qu'il y a toujours l'option d'être mainstream, de faire les choses que les personnes vont payer pour voir. Et ce que j'ai fait, les spectacles musicaux que tu as mentionnés dans ma biographie, c'était pour gagner l'argent. Exact. Donc, c'est une balance. Quand vous voulez poser des questions? Non. Donc, ça, c'est juste ça, mais c'est une balance entre être honnête et en même temps pour faire pour survivre. Toujours cette balance-là. Et oui, mais je pense qu'au fond, la dérive. Mais au fond, c'est pas une option, c'est pas l'âme d'artiste, et ça, c'est le problème en fait. Parce que je pense qu'on ne peut pas faire autre chose. Ça, c'est les choses, de survivre, même avec le savoir qui sera difficile, mais c'est pas une option, parce que c'est notre vivance réelle toujours, tout le temps. Donc, l'espoir peut-être c'est là, parce que c'est une chose vraie tout le temps. Donc c'est ça. Et qui en fait, là, finalement, je pense que malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Merci. Mais on peut continuer la discussion de manière un peu plus informelle. Mais merci infiniment, Blue et Art, pour merci à vous.